Bienvenue, la séance Très, commence. très bien, bah, bienvenue à tous pour cette conférence Nouvelle Formule. Après différents reports de ces conférences du fait de la crise sanitaire, nous avons finalement décidé de reprendre ce cycle de conférences Pouillou en distanciel, euh, avec les moyens modernes qui sont à notre disposition. Mais tout en espérant que des jours meilleurs nous permettront de nous retrouver dans des conditions plus conviviales quand même dans un amphi. Donc, c'est notre première conférence avec cette configuration. Donc, je sollicite votre bienveillance et votre compréhension en cas de problème technique qui pourrait intervenir au fil de cette conférence ou des questions qui lui succéderont. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aldo Borlangui, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui est maître de conférence à Lyon 2 en histoire et archéologie du monde romain. Il est également responsable à la MOM de l'équipe 1 de l'UMR 5138 à Rare, intitulée Villes et territoires anciens en Auvergne-Rhône-Alpes, responsable de l'axe stratégique eau et société, et co-responsable avec Catherine Coquidé du groupe de recherche transversale sur les 4 aqueducs lyonnais. Et je ne vais pas vous infliger tous les nombreux titres qu'a Aldo, sa modestie en souffrerait trop, mais il faut savoir qu'il est, étant de nationalité italienne, il a un double cursus universitaire en Italie et en France, avec une thèse qui a été soutenue en co-tutelle entre l'Université de Rome Sapienza et Aix-Marseille. Mais avant d'avoir soutenu cette thèse, il a déjà travaillé dès 1997 à l'Université de Parme sur un mémoire aqueduc et système hydraulique en Émilie-Romagne occidentale. Puis ensuite, en 2001, un diplôme à l'Université de Milan sur l'aqueduc romain du Vier, déjà. Il a enchaîné ensuite un post-doctorat à l'école italienne d'Athènes et a donc soutenu en 2006 un doctorat sur le campus dans l'Italie romaine et les provinces occidentales, la typologie et fonction d'un complexe public. Actuellement, il travaille sur plusieurs projets. Donc, d'une part, le projet Vacuna qu'il va vous présenter aujourd'hui, et également il prépare un UHDR sur le sanctuaire des Trois Gaules à Lugdunum. Très récemment, il a co-organisé un colloque international sur les aqueducs romains de Lyon, donc qui s'est tenu il y a quelques mois ou semaines presque à Lyon, et un projet de recherche en cours sur les aqueducs et l'urbanisme qui est dans une capitale provinciale de l'Empire. Et mène en parallèle une campagne de prospection sur les aqueducs romains de Lyon. Donc, vous voyez qu'il s'intéresse beaucoup aux aqueducs, mais ce n'est pas d'aqueduc qui nous parlera aujourd'hui, mais un de ces deux autres domaines de recherche favoris sur les sanctuaires et les espaces publics à l'époque romaine, avec l'exemple du sanctuaire sur lequel il travaille, de la déesse Vacuna à Montenero Sabino en Italie centrale. Je vais passer la parole à Aldo et je vous retrouve après sa conférence. Je te remercie, Frédéric, pour cette présentation. Je remercie aussi Karine et merci
et Marina Romani qui ont organisé cette journée. Je remercie aussi la MOM pour cette possibilité. Et je commence à vous parler du sanctuaire romain de la déesse Vacuna, Montenero Sabino, dans le département d'Oreti, en Italie. D'abord, ce que vous pouvez voir, bon, c'est une image de la ville, du village médiéval de Montenero Sabino. C'est quand même un des bourgs les plus beaux d'Italie. Vous pouvez remarquer en haut le château des Orsini, qui donc date de l'époque médiévale du XIe siècle. Et en bas, l'église de San Cataldo, qui est plutôt du XVIIe. Et on a donc juste une petite rue qui permet de relier le château et l'église. Et au milieu, vous avez la place. Et donc, c'est un petit peu les caractéristiques de ce bourg. Et cette photo qui a été prise depuis le lieu de la fouille, donc du sanctuaire. L'endroit s'appelle Leone, donc on pourrait dire Lyon en français. Et vous avez aussi toute une série de logos qui sont représentés sur cette première page. Peut-être que les 5-10 premières minutes, ce seront plutôt des remerciements, mais pour moi, c'est important de dire et de citer tous les gens qui ont permis de réaliser ce projet et qui continuent en fait à nous aider dans ce projet. Donc, il y a forcément le ministère pour les biens et les activités culturelles, l'OMIBAC italien, la Maison de l'Orient, et les partenaires qui, en même temps, ont permis de réaliser la campagne 2019 et la campagne 2020, et qui permettront ensuite, encore une fois, de continuer dans les années à venir. Donc, l'Université Lumière Lyon 2, mon laboratoire, l'EMR 5138 archéologie archéométrie, la commune de Montenero Sabino, le Conseil national de recherche, donc le CNRS, le CNR et le CNRS italien, l'entreprise d'archéologie préventive Arc du Nord, l'association LUERN, l'UMR 5133 Archéorient et l'association d'étudiants Sud-Archéo. Ils ont participé à différents niveaux, donc j'aurai l'occasion sûrement d'en parler pendant mon speech, si on peut dire comme ça. Alors, la campagne 2019, déjà, j'ai partagé la responsabilité scientifique avec mon collègue Mathieu Pou. Le responsable adjoint a été Elio Polo, donc de la société de l'entreprise privée Arc du Nord, et consultant scientifique Federico Giletti de l'Université de Naples, responsable du secteur Camille Nouet et Clément Chavot de l'entreprise Arc du Nord. Il faut dire que l'entreprise Arc du Nord a quand même permis à 3 archéologues de participer à cette fouille et de nous aider dans l'encadrement des étudiants. En ce qui concerne la topographie géomatique, c'est Andrea Angelini du CNRS italien qui s'occupait donc de cette tâche. L'étude de la céramique a été confiée à Lucie Motta et à Fanny Blanc. L'étude de la numismatique à Nicolas Dubreux, doctorant à Lyon 2. Étude de la faune à Pierre-Colin de Verdière, masterant à l'époque à Lyon 2. L'étude de l'instrumentum à Alban Tremblay, Lyon 2, toujours masterant à l'époque. Documentation graphique et photogrammétrie à Elio Polo et à Kilian Blanc-Venturini, masterant à Lyon 2. Et la fouille et la post-fouille, donc on a vu la participation de tous les étudiants du master archéologie, sciences pour l'archéologie. Donc, je vais lire les noms parce que pour moi, encore une fois, c'est important. Kilian Blanc, William Butler, Pierre-Colin de Verdière, Charlotte Duverger, Anaïs Nogent, Antonin Cher et Alban Tremblay. Et il y a eu aussi la participation d'une chercheuse de l'Université de la Sapienza de Rome, Viviana Petra. Donc, des images qui vous montrent aussi les membres de l'équipe. La campagne 2020, donc, qui a eu lieu l'année dernière, a vu plusieurs d'autres participants qui n'avaient pas forcément, pas tous participé donc, à la première campagne. On a eu Marie-Lise Marmara, responsable des prospections pédestres de la documentation graphique, responsable du laser scanner 3D du bâti Anne Schmidt, donc CNRS et archéologie archéométrie, étude de la céramique qui a été terminée par Lucie Motta, l'étude anthropologique par Bérénice Chamel, anthropologue
enseignante à Lyon 2 et attachée au labo Arcurian. La datation C14, c'est Christine Oberlin du CNRS et du laboratoire ARAR qui s'est occupée. Et protezione geofisica, donc c'est le studio geologico Banchelli, donc c'est des chercheurs, des professionnels italiens qui ont réalisé les prospections géophysiques. On verra quelque chose donc pendant notre donc on verra je verrai le PowerPoint. Et les possessions LIDAR, c'est l'entreprise Mercogeo et Airdeco qui se sont occupés donc des données du LIDAR. Dans la partie haute de cette diapo, vous avez donc marqué deux projets. Donc, le projet Vacuna, c'est grâce à deux appels à projets qui ont été acceptés et financés par Lyon 2 d'un côté et par la Maison de l'Orient de l'autre côté, que ça a été possible donc, de réaliser pas mal de protections de recherche très chères, si on peut dire comme ça, déjà à partir de cette année. Et ce sera possible aussi grâce au projet Vacuna, vestiges archéologiques, chantiers universitaires et nouvelles approches, études pluridisciplinaires du sanctuaire romain de la déesse Sabine Vacuna, que ce sera possible aussi de commencer un nouveau chantier école à partir de cette année. Et donc, l'autre appel à projet, c'était celui de la MOM, donc Vacuna, études pluridisciplinaires du sanctuaire d'une déesse Sabine dans le Latium romain. Maintenant, on rentre dans le sujet. Quelques plans, juste quelques cartes, juste pour vous montrer où on se situe par rapport à la géographie de l'Italie. Donc, dans l'image en haut à droite, vous avez donc l'Italie avec ses régions. Donc, on est dans le Latium, c'est la région où se trouve la ville de Rome. Et c'est dans un des départements, des 5 départements du Latium, Rieti, celui qui est plutôt vers les Apennins, donc qui est plutôt vers la partie centrale de l'Italie, qui se trouve donc la ville de Montenero Sabino, comme vous pouvez voir aussi dans cette image que vous avez en bas. Ici, vous avez Rome. Donc, on est à peu près à 60-70 km à nord-est de la ville de Rome. À gauche, au contraire, vous avez une autre carte qui vous représente la Sabine romaine, donc à l'époque antique. Vous avez toujours Rome, vous avez la Via Salaria qui constitue l'axe routier principal en fait de la région. Vous avez des villes importantes, vous avez en haut, vous avez Rieti, vous avez Courès, et là, vous avez Montenero Sabino. Montenero Sabino qui, à l'époque, n'était pas forcément ni un municipe, ni autre chose. C'était quand même, donc le sanctuaire se trouvait dans le territoire du municipe de Trebula Mutuesca, aujourd'hui Monteleone Sabino. Donc disons que au IIIe siècle, Trebula Mutuesca, c'était plutôt une préfecture et un municipe à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Si on avance dans cette carte, vous avez une image du territoire de Montenero pendant la phase Sabine, juste pour vous faire quelques rappels au niveau de l'histoire de la Sabine. Les rapports entre les Sabins et les Romains durent déjà d'une époque, déjà de l'époque de la royauté, donc vous pouvez juste vous rappeler de l'enlèvement des Sabines, donc pour un épisode que tout le monde connaît. Et c'est seulement dans tous les cas à partir du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ qu'il y a de la part de Rome la conquête militaire de la Sabine. On peut dire déjà que bien avant, en tout cas, on avait des rapports, surtout d'un point de vue commercial, entre Rome et la Sabine, surtout pour la partie de la Sabine qui est près du Tibre et qui correspond à peu près aujourd'hui à la partie où on retrouve la ville de Lucus Feroniae. Ce qu'on retrouve dans le territoire de Montenero, qui était un petit peu à l'écart de la Via Salaria, que vous avez bien compris, constitue l'axe principal de franchissement du territoire sabin, qui va de Rome, donc qui va vers la montagne. On a
un type d'habitat qui est un habitat dispersé. On parle de pagus et de vicus. Donc, on a ce type d'habitat qui, comme je vous disais, s'est dispersé. Et normalement, les sanctuaires constituent une sorte de lieu de réunion des habitants du territoire. Ce qu'on retrouve et qui est caractéristique de cette époque, c'est un axe routier qu'on reconnaît encore en partie. C'est là, ce rectangle correspond au sanctuaire. Ce grand triangle correspond à un habitat qui a un pagus probablement, et c'est encore le toponyme pago en italien qui rappelle en fait la présence de ce pagus. Au-delà de ça, il y a aussi des éléments archéologiques qui nous permettent d'identifier dans cet endroit donc un petit habitat. Et on a aussi un gros tumulus funéraire qui appartient à cette époque. Si on avance et on arrive à l'époque romaine, on a d'autres éléments qui nous permettent toujours de reconnaître cet axe routier qui était relié forcément à la Via Salaria. On retrouve le rectangle du sanctuaire et on a des petits cercles de différentes couleurs qui correspondent à des villas. Donc, l'occupation du territoire s'était fait plutôt à travers des villas. Et on a des villas en jaune, par exemple, qui appartiennent à l'époque républicaine. Ensuite, on passe à l'époque impériale et aussi à l'époque de l'Antiquité tardive. Les carrés correspondent à des mausolées qui, comme d'habitude, se placent normalement le long des axes routiers. Là, vous avez une image qui nous représente à peu près il y a 30 ans, en 1988, la colline sur laquelle s'installe le sanctuaire. Je vous donne aussi un repère. Vous avez cette maison triangulaire qui est assez caractéristique dans le paysage de la Sabine. Je pense qu'il n'y en a que deux. Et donc, ça vous permettra aussi de comprendre un petit peu mieux les autres images qu'on verra ensuite. Ce qu'on peut remarquer dans cette image, qui nous permet déjà de voir comme ce territoire était bien boisé, mais c'est encore pire aujourd'hui, on peut remarquer quand même cette grande terrasse de forme rectangulaire, une autre petite terrasse qui est plutôt de ce côté-là, et une sorte de petite bande, une autre petite terrasse qui est de ce côté-là. Donc, ce qu'on savait avant de commencer les sondages, grâce aussi à quelques éléments archéologiques et à une petite bibliographie archéologique, c'est qu'on avait une grande terrasse artificielle, une autre petite terrasse au sommet de la colline et peut-être une troisième terrasse qui était une sorte de terrasse inférieure. Si on avance, on arrive un petit peu à une image à une vue de la colline de Leone et des sondages qui ont été réalisés en 2019. Vous retrouvez là en bas la maison triangulaire qui vous permet donc de vous repérer par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et vous avez ici donc la grande terrasse rectangulaire qu'on a vue. Et ici, vous avez l'autre petite terrasse qui est plutôt au sommet de la colline. Vous aurez d'autres images qui vous permettront de comprendre encore un peu mieux. Dans tous les cas, vous pouvez remarquer aussi la présence de la végétation qui pose énormément de problèmes aussi pour la compréhension du site. Qu'est-ce qu'on a retrouvé, qu'est-ce qu'on avait en fait avant de commencer les sondages et le projet Vacuna? On n'avait pas grand-chose. Ce qu'on savait à travers la littérature archéologique, c'était qu'il y avait eu la découverte de pas mal d'objets, monnaies, céramiques qu'on pouvait dater entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle après Jésus-Christ. Donc, ça nous permettait de dire qu'il y avait probablement une fréquentation de cet endroit déjà à partir d'une époque qui était juste légèrement antérieure à l'arrivée des Romains et que cet endroit était quand même fréquenté jusqu'à l'Antiquité tardive. On ne pouvait pas dire plus. On avait donc ces grandes terrasses que vous pouvez voir ici. On avait des murets donc, de 60 cm de largeur qui délimitaient cette grande terrasse en pierre sèche.
Et on retrouvait aussi, par exemple, des éléments comme cet élément mouluré, donc un élément d'architecture, peut-être un élément de corniche de base d'un petit hôtel, qui était, par exemple, remployé dans un de ces murets. Donc, on avait des murets qui délimitaient ces espaces, mais on ne savait pas si ces murets, par exemple, ces murs, étaient quand même des murs anciens qui avaient été repris à une époque moderne, ou c'était, par exemple, des murs qui étaient plutôt d'époque moderne et qui n'avaient rien à voir avec quelque chose d'ancien. Donc, on avait un autre élément fort qui nous permettait de relier cet endroit à la déesse Vacuna, c'est-à-dire là, une inscription qui a été retrouvée dans les années 50 du XXe siècle, à peu près vers 1950, et qu'aujourd'hui est conservée chez des privés. Et dans cette inscription, en fait, on peut lire que ce personnage qui s'appelait Quintus Tosius, fils de Quintius, avait fait une dédicace à la déesse de son plein gré, à la déesse Vacuna. Vacuna, c'est la déesse dont on parle donc, dans notre conférence. C'est une déesse dont on ne sait pas grand-chose, donc on va voir, on prendra quand même le temps de voir quelques minutes les témoignages qu'on a de cette déesse. Mais ce qui était important, c'est que la découverte à même pas une cinquantaine de mètres de la grande terrasse de cette inscription, c'était un élément qui nous permettait de supposer qu'on était dans un endroit où on aurait pu retrouver les vestiges d'un lieu d'occulte. Après, on parle de sanctuaire, disons d'un lieu d'occulte dédié à Vacuna. Donc, quels sont les éléments, en fait, déjà qui nous permettent d'identifier les caractéristiques de Vacuna? Vacuna, c'est une déesse qui est plutôt une déesse agreste, militaire. C'est une déesse qui ne fait pas partie du panthéon romain. C'est-à-dire, on a des déesses d'origine sabine, comme par exemple Féronia, qui a été accueillie, prise par les Romains et qui fait partie du panthéon romain. Au contraire, Vacuna reste dans les limites de la Sabine et on peut dire aujourd'hui qu'elle reste en fait dans les limites du département de Rieti, qui correspond, disons, à la partie ancienne de la Sabine. On a quelques témoignages littéraires qui nous parlent de Vacuna, mais ce sont des témoignages littéraires qui nous montrent aussi la difficulté de la part des auteurs latins et grecs d'identifier avec une divinité romaine la déesse Vacuna, qui était une déesse typiquement sabine. Donc, par exemple, dans ce passage d'Ovide, on voit qu'on a une sorte d'identification de Vacuna avec la déesse Vesta, qui est la déesse du foyer. Donc, jadis, on avait coutume de s'asseoir sur de longs bancs devant le foyer et de croire à la présence des dieux à table. Aujourd'hui encore, quand on sacrifie à l'antique Vacuna, on se tient debout ou assis devant le foyer de Vacuna. Et donc, c'est dans un contexte où, en effet, Ovide parle de Vesta. Et il fait cette comparaison avec Vacuna. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que déjà, on parle de quelques aspects liés au rite occulte de Vacuna, mais Ovide, qui écrit dans ce cas-là au début du 1er siècle après Jésus-Christ, donc on est à l'époque d'Auguste, parle de Vacuna et parle de Antiquae, donc Antiqua, de l'ancienne, de l'antique Vacuna. Et il dit qu'on avait l'habitude de s'asseoir devant les Vacunales Phocos, donc les feux, les foyers de Vacuna. On a du mal aussi à bien comprendre la signification de ces termes. Ensuite, si on continue, on regarde d'autres témoignages. On a par exemple une lettre d'Horace dans laquelle il parle si vous regardez donc dans le premier témoignage en haut, voilà ce que je dicte pour toi derrière le temple délabré de Vacuna, et rien ne manque à mon contentement si ce n'est ta présence.
Donc, il parle donc d'un phanum putre vacunae, c'est-à-dire d'un phanum d'un temple, mais ce n'est pas forcément un temple, disons d'un lieu de culte, qui était délabré. Donc, probablement, il n'y avait plus de culte de vacuna, et on est autour de 20 avant Jésus-Christ, donc on est toujours à l'époque augustéenne. Et ce qui est intéressant, c'est que on a des scolies à ce texte d'Horace qui nous parlent en fait de ce passage. Et donc Porphyrion et le pseudo-Acron, quelques siècles après, essayent de donner une image de vacuna et de l'expliquer un petit peu au romain. Et pour l'expliquer, ils essayent de trouver de rapprocher cette déesse avec d'autres divinités qui étaient mieux connues et qui appartenaient donc au panthéon romain, comme par exemple Bellone, comme Minerve, comme Diane. Et si on regarde donc le texte de le pseudo-Acron, donc on arrive à plusieurs divinités. On parle de Cérès, on définit Vacuna comme la déesse Vacationis, donc comment vous dire du vide, mais vacatio, ça signifie aussi être sans inquiétude, par exemple. Et on la rapproche aussi de la déesse Victoria, donc de la victoire, mais aussi de Vénus, de Diane, de Minerve encore. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lire que Varron, qui était d'origine sabine, donc identifie Vacuna avec Victoria, avec la victoire. Donc, on a cette difficulté de la part des anciens pour identifier Vacuna avec une déesse en particulier. Pourquoi? Parce que probablement Vacuna avait toute une série de caractéristiques qui appartenaient à toutes ces divinités. Donc, c'était une divinité qui avait des caractéristiques militaires, une divinité qui était liée à la fertilité de la terre, donc qui avait plutôt des caractéristiques, comme je vous disais tout à l'heure, agrestes. Mais c'est une divinité aussi qui permet de mener à bien un projet, par exemple. Et c'est une divinité qu'on pourrait identifier, par exemple, avec la victoire. Et un autre des éléments qui caractérise Vacuna, c'est le lien avec les espaces boisés. Et donc, ici, par exemple, le rapprochement avec Diane et avec l'eau en général. Eau dont la Sabine, à travers ses sources, ses lacs et ses fleuves, est riche. On a une autre inscription qui a été retrouvée près de Licenza, dans laquelle on a Vespasien qui s'occupe de la restauration d'un temple à Édème de Victoria, donc de la victoire, qui était détruit en fait à cause de son ancienneté. Et selon certains, en fait, on pourrait reconnaître dans ce temple le temple de Vacuna, parce que Licenza est en effet, c'est le lieu où on aurait la villa d'Horace. Donc, selon certains, le texte qu'on a lu d'Horace tout à l'heure aurait été écrit à côté de sa villa à Licenza, où Vespasien, qui était originaire de la Sabine, aurait reconstruit ce temple délabré de la victoire, donc de Victoria. Donc, c'est une hypothèse qui, selon certains chercheurs, est acquise. À mon avis, il faudrait être encore un peu prudent. Je ne veux pas vous lire le texte en entier, vous inquiétez pas, mais je voulais juste vous montrer donc, ce texte de Pline dans l'histoire naturelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il parle de bois de Vacuna. Vacunae nemora. Donc, nemus en latin, ça signifie bois, mais ça peut indiquer aussi un lieu d'occulte à l'intérieur d'un espace boisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un autre passage de Denis d'Halicarnasse qui est écrit en grec. Et dans les Antiquités romaines, il écrit « À 70 stades d'Oréate se trouve Coutilia, une ville célèbre près d'une montagne. Pas loin d'elle, il y a un lac de 400 pieds de diamètre, alimenté en permanence par une source naturelle. Et dit-on, il est sans fond. Comme ce lac a quelque chose de divin, les habitants du pays le considèrent comme consacré à la victoire. » Et il utilise le mot Nike, donc c'est victoire en grec. Et selon certains, on devrait en fait identifier dans ce lieu sacré à la victoire, dans ce lieu d'occulte,
un lieu de culte dédié à Vacuna. Donc, c'est une hypothèse qui est encore une hypothèse selon certains, qui est selon certains plutôt une certitude, mais je serais encore un peu prudent aussi de ce côté-là. On a pas mal d'inscriptions qui nous parlent de Vacuna. J'irai vite, mais c'est important que vous connaissiez un petit peu ce qu'on sait de cette divinité. Ce sont des dédicaces privées. Et dans ce cas-là, on a une dédicace à Vacuna de la part de 2 personnages. Pourquoi? Pour le retour de l'Afrique de ce personnage qui s'appelait Lucius Acestus. Donc, peut-être une expédition militaire, peut-être une expédition commerciale, on ne sait pas. Mais en fait, on remercie Vacuna pour le retour de ce personnage. Et en ce qui concerne l'époque, comme vous pouvez voir, toutes les inscriptions qu'on verra datent de la fin de l'époque républicaine et du début de l'époque impériale. On ne va pas au-delà de l'époque augustéenne. Caractéristique, c'est aussi le fait de voir, par exemple, deux palmes et au milieu, donc, une couronne de chêne qui pourrait être aussi un symbole de victoire, en effet. On retrouve encore une couronne dans cet autel. Et dans ce cas-là, ce personnage remercie Vacuna pro valetudine patris, c'est-à-dire pour la bonne santé, pour la guérison de son père. Donc, ça nous permet de dire qu'il y avait aussi un aspect salutaire qui caractérisait cette déesse. Et ça ira, et on le verra ensemble, avec les découvertes qu'on a faites à l'intérieur du sanctuaire. Dans ce cas-là, encore une fois, on a une autre dédicace privée à Vacuna. Et on se trouve toujours dans des endroits, on verra une carte qui vous permettra de mieux comprendre les endroits où ces inscriptions ont été retrouvées. Donc, ce qu'on imagine, c'est que ces inscriptions sont retrouvées probablement dans un lieu de culte dédié à Vacuna. Mais aucun de ces lieux de culte a été jusqu'à aujourd'hui fouillé. Le premier lieu de culte, et on le verra ensemble, qui a été fouillé, ou qu'on commence à fouiller, c'est bien le sanctuaire de Montenero Sabino. Une dernière inscription qui vous montre dans ce cas-là, cette inscription de la part d'un personnage qui était préfet de la flotte, donc Praefectus Classis, et qui fait une dédicace à Vacuna, peut-être aussi, si on le met en lien avec ce fronton qui représente 2 tritons avec un bouclier au milieu, avec une tête de méduse, il pourrait s'agir d'un monument qui a été dédié à Vacuna à l'occasion d'une victoire navale. C'est une hypothèse qui a été proposée par Filippo Quarelli et sur laquelle, là encore, je pense qu'il faut avoir un petit peu plus de prudence. Mais juste pour vous dire qu'il y a des personnages qui ont un niveau social assez varié qui font des dédicaces à Vacuna. Et ce sont toujours des dédicaces qui datent de la fin de l'époque républicaine et du début de l'époque impériale. On a dans ce cas-là des fragments inscrits de céramique à vernis noir qui ont été retrouvés dans un autre sanctuaire, qui est le sanctuaire dédié à Feronia, mais aussi à d'autres divinités qui se trouvent à Monteleone Sabino, donc à une distance à peu près de 20-30 km par rapport à Montenero Sabino. Et dans ce sanctuaire, on a ces fragments du IIIe siècle avant Jésus-Christ qui montrent en fait sur lesquels on a gravé par exemple les lettres NA, et il pourrait s'agir donc du mot Vacuna, il pourrait s'agir d'un nominatif, mais aussi d'un datif, c'est-à-dire à l'époque, il n'y avait pas encore le E, et donc à Vacuna. Et sinon, dans ce cas-là, on pourrait avoir aussi un V et un A, donc l'hypothèse du chercheur Ballarino qui a donc publié ces inscriptions, c'est de penser à la déesse Vacuna. Donc, dans ce cas-là, on aurait à Monteleone Sabino, donc ce n'est pas le même endroit que Montenero Sabino, vous avez bien compris, ça correspond au sanctuaire de Trebula Mutuesca. On aurait donc d'autres dédicaces à Vacuna, et ce seraient des dédicaces bien plus anciennes que les dédicaces qu'on voit donc à travers les autres inscriptions. Selon certains, on devrait aussi reconnaître une image de la déesse Vacuna dans
dans ce denarius de 67 avant Jésus-Christ. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment une iconographie de Vacuna. On n'a aucun élément pour identifier Vacuna. L'hypothèse naît du fait que, en fait, dans cette image, on a cette divinité qui est représentée avec donc des attributs avec un casque, mais avec des attributs comme une cornucopie, un carquois, un arc, une sorte de couronne d'épis, c'est-à-dire des éléments qui mettraient ensemble toutes les caractéristiques de Cérès, de Diane, de la victoire. Par exemple, là, il y a des ailes qui sont représentées, qu'on retrouve en fait dans les sources. Mais c'est juste une hypothèse. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Ce qu'on peut dire, c'est que ce personnage est d'origine sabine et cette famille des Plétori, en fait, est attestée en Sabine et pas ailleurs. Donc, peut-être que ce personnage avait voulu représenter donc, une divinité typique de sa terre d'origine. Mais on ne peut pas aller plus loin. Selon certains, on devrait reconnaître Vacuna dans ce bas-relief qui a été retrouvé dans le village de Montebuono. Ce relief qu'on peut voir encore aujourd'hui, là, vous avez un dessin qui a été réalisé en 1816, qui représenterait cette divinité qui est derrière une sorte de trône, autel, on ne comprend pas trop. On aurait des 4 individus représentés avec un flambeau, selon certains des génies. On aurait des éléments rectangulaires qui pourraient représenter les bancs dont parlait Ovide dans son passage quand il parle du culte des rites liés à Vacuna. Et ici, on pourrait identifier, selon certains, des patères donc, liés aux offres à Vacuna, ou sinon, par exemple, en fait, des foyers, et donc les foci qui ont été dans Ovide a parlé dans son passage. Mais encore une fois, si on regarde bien ce bas-relief, on se rend compte que ce dessin, cette reproduction faite par Guattani en 1816 ne correspond pas vraiment à la réalité. Et on n'a pas, je vous répète encore, d'éléments pour connaître l'iconographie de Vacuna. Dernier aspect, en général, sur Vacuna, on a un gros sanctuaire, c'est-à-dire qu'on appelle les thermes de Coutilia. Donc, on est à côté du lac dont je vous ai parlé quand j'ai lu le passage concernant Niké, la victoire de Denis d'Halicarnasse. On a un grand sanctuaire dont on ne voit que la partie inférieure, avec une grosse natatio de plus de 60 mètres de long. Et selon certains, on devrait reconnaître en cet endroit un grand sanctuaire dédié à Vacuna. Et le sanctuaire devait se retrouver dans cette grande terrasse qui donc est placée au-dessus de la natatio et de ses aménagements. Mais l'hypothèse d'un grand sanctuaire confédéral, selon certains, de Vacuna, encore une fois, ne se base pas sur des éléments archéologiques. Donc, on revient à tous les éléments qu'on a. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les différents témoignages de Vacuna, que vous avez donc là, qui correspondent aux différents chiffres, le numéro 7 correspond à Montenero Sabine, au sanctuaire, se trouvent le long des axes routiers ou des lieux de passage, par exemple, des cols, des gués, mais on n'a aucun endroit qui a été fouillé. Donc, ce qui nous manque, c'est l'élément archéologique. Donc, là, j'essaie de vous montrer quels étaient les éléments qu'on avait avant de commencer les sondages en 2019. Et on arrive donc au cœur de notre conférence, c'est-à-dire la campagne de fouilles de l'été 2019. Quand je vous disais, on a donc fait 2 grandes tranchées. Donc, il s'agit de sondages, donc ce n'est pas une fouille en extension sur une grande surface, mais ces sondages nous ont permis de comprendre en fait le potentiel archéologique du site.
Donc, 2 grandes tranchées et une troisième dans cette position sur la grande terrasse médiane qui fait à peu près 1000 mètres carrés. 2 autres sondages sur la petite terrasse supérieure qui fait à peu près 400 mètres carrés. Et donc, sur la base de ces éléments, on a fait pas mal de découvertes. On a eu aussi quelques déceptions. Ce que vous pouvez remarquer, c'est quand même la présence de murets, de murs qui délimitent cette aire, cette zone. Donc là, vous avez une image qui vous montre donc les murs qui délimitent la terrasse médiane et les sondages SD1, les 2 tranchées SD2 et SD7 qui ont été faites sur les sondages qui ont été faits sur cette grande terrasse et les autres sondages qui ont été faits sur la terrasse supérieure. Déjà, ce que vous pouvez remarquer, c'est que sur la terrasse supérieure, on n'a rien trouvé. Donc, je ne veux plus parler de la terrasse supérieure. Malheureusement, on pensait retrouver sur ces parties hautes le temple, mais on n'a aucun élément archéologique qui nous permette de dire qu'il y avait quelque chose sur cette terrasse. Donc, peut-être qu'il y avait quelque chose en bois ou dans des matériaux qu'on a perdus aujourd'hui, mais pour le moment, on ne peut rien dire. Au contraire, on a fait pas mal de découvertes sur la grande terrasse médiane et on va les voir ensemble. Donc, ce qu'on peut remarquer, et les différentes couleurs vous permettront de mieux comprendre les différentes découvertes, on a retrouvé un grand édifice qui fait, on le verra, à peu près 250 mètres carrés dans notre hypothèse. Donc, on a retrouvé des murs, mais on a retrouvé aussi pas mal de tranchées de récupération des fondations. Et une très belle découverte, c'était aussi celle de retrouver encore très bien conservés les sols de ce bâtiment. On a aussi fait une autre découverte, on a des fosses, par exemple, que vous pouvez voir en vert, et parmi ces fosses, on a cette fosse qui, dans laquelle on a retrouvé du mobilier du IIIe siècle avant Jésus-Christ. En bleu, ou plutôt violet, on a des sépultures qui n'appartiennent pas à l'époque du sanctuaire. Donc, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on a plusieurs phases qui caractérisent ce sanctuaire. Il y a un premier aménagement qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la mise en place de ce grand bâtiment qui date plutôt du IIe siècle, fin IIIe, début IIe ou première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, avec plusieurs niveaux, plusieurs couches en fait, de fréquentation qui vont avec ce bâtiment. Et on a des sépultures qui datent d'une époque postérieure à l'abandon de ce bâtiment et du sanctuaire. Abandon de sanctuaire qui date de la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, donc à l'époque judéo-claudienne. On va voir plutôt un autre élément que je voulais vous faire remarquer, c'est la présence de ce grand mur qui délimite au nord cette terrasse. Et ce mur, on s'est rendu compte qu'il date de l'époque républicaine. Et c'est le mur que vous pouvez voir ici. Donc, c'est un mur de soutènement de la terrasse médiane. Grâce à la fouille, on a pu quand même retrouver dans la partie, dans le remplissage, dans les couches qui sont placées entre le rocher qui a été donc nivelé pour la réalisation artificielle de la terrasse et donc le parement du mur, la façade du mur. Comme vous pouvez voir, on a des gros blocs qu'on retrouve dans la partie inférieure et qui étaient probablement déjà de l'époque républicaine, et ce mur a été ensuite reconstruit. Et ben, dans les couches de remplissage, on a retrouvé de la céramique à vernis noir qui nous permettent d'avoir un terminus postquem, donc une période après laquelle on peut dater la construction du mur. Donc on saurait, pour le moment, donc l'étude n'est pas encore terminée, on a besoin forcément de fouiller un peu plus, mais on peut aujourd'hui dire que ce mur date de la période républicaine, probablement du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Au contraire, on s'est rendu compte que les autres murs, par exemple, qui délimitaient la terrasse, étaient plutôt des murs d'époque post-antique, c'est-à-dire qui étaient postérieurs à l'abandon du sanctuaire. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé pas mal de céramique d'époque impériale
dans ces couches sur lesquelles est placé le mur. Donc, il faut imaginer qu'à l'époque romaine, ce mur n'existait pas et probablement ce qui est derrière ce mur appartenait aussi à la terrasse principale. Parmi les découvertes, comme je vous disais tout à l'heure, on a retrouvé cette fosse qui n'est pas forcément une fosse de dépôt votif. Ça peut avoir aussi une fonction hydraulique. Disons que pour le moment, on n'a pas fouillé en entier donc, la fosse parce que comme vous pouvez voir, les limites du sondage coupent à moitié la fosse. Et donc, on verra dans les années à venir quels sont les éléments qui nous permettront de mieux comprendre la fonction de cet aménagement. Ce qu'on peut dire, c'est que la céramique qui a été retrouvée dans le remplissage de cette fosse date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. On a retrouvé pas mal de vernis noirs, par exemple, et on a retrouvé aussi des ex-voto. Et donc, c'est quelque chose probablement qui a été mis en place et ensuite rempli au moment où on a construit le grand bâtiment, le grand édifice que vous avez vu tout à l'heure et qu'on verra un petit peu plus dans le détail. Donc là, vous avez d'autres éléments qui vous permettent de voir en plan encore le remplissage, ensuite la coupe de la demi-fosse. Là, d'autres images qui vous permettent de mieux comprendre en fait les différentes couches de différents niveaux de remplissage de la fosse. Et ensuite, on arrive peut-être à la plus belle découverte de leur campagne 2019, c'est-à-dire ce grand édifice républicain qui a été probablement construit à une époque qu'on peut placer entre la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ et la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est exceptionnel, donc déjà, on peut remarquer quand même les dimensions. Sur la terrasse médiane, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur plus de 1000 mètres carrés. L'édifice occupe quand même une partie importante, à peu près un quart, 250 mètres carrés. Là, vous avez les dimensions de mur, 45 cm, et vous avez les dimensions intérieures de ces espaces qu'on a identifiés avec, on a en effet du côté ouest, on a 3 pièces, A01, A02 et A03. On a une grande pièce qui apparemment serait donc bien développée dans le sens nord-sud. Et on a retrouvé aussi ce qui semble être un autre espace, ou peut-être il y avait des avant-corps, on ne le sait pas, là c'est une hypothèse comme vous pouvez voir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même, à travers les tranchées de récupération et à travers aussi les murs de fondation qu'on a retrouvés en place, des éléments suffisants qui nous permettent d'avoir à peu près les limites de ce grand espace. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que déjà, ces deux premières pièces ont la même surface et au contraire, cette pièce numéro 3 a une surface légèrement inférieure. Alors, on se pose la question si c'est plutôt lié à la présence de rochers de ce côté-là qui aurait empêché, en effet, au bâtiment de s'élargir de ce côté-là. Mais en même temps, c'est quelque chose qui nous a posé pas mal de problèmes dans l'interprétation aussi de cet édifice et je vous en parlerai tout à l'heure. On va voir un petit peu les caractéristiques donc, et les sols qu'on a retrouvés. Donc là, vous pouvez quand même bien reconnaître le mur de façade, le mur sud qu'on retrouve dans cette partie-là. Il a été parfois récupéré. Une partie du mur nord. Et donc, ce mur qui permettait de séparer les trois pièces avec cette grande pièce qui est identifiée avec A04. Donc, là, vous avez une image des deux tranchées. Ici, vous pouvez reconnaître déjà le sol d'une des pièces, c'est la pièce A01, et les autres sols qui appartiennent donc à la pièce A04, A01 et en partie aux deux autres pièces plus petites. Vous ne comprendrez pas grand-chose avec cette image, mais si on avance, on arrive en fait à ce que je considère comme même une grande découverte pour cette fouille, parce qu'on a un sol d'époque républicaine qui est très bien conservé.
C'est un sol que, à travers des comparaisons avec d'autres sols, en opus signinum, on utilise aujourd'hui un mot en italien plutôt cementizio à base fittile. Donc, qu'est-ce que ça signifie en gros? En gros, ça signifie que c'est un sol dans lequel on a utilisé en fait de la chaux, du sable et des fragments de terre cuite. Mais ce qui est important pour nous, c'est l'emploi de ces petites tesselles qui ont un côté de forme à peu près carrée, de 1-2 cm de côté. Et surtout, comme vous pouvez voir, l'état de conservation exceptionnel de ce type de sol. Quel est le type de décor de ce sol? On a ce qu'on appelle un reticolato a rombi en italien et qu'en français on appelle quadrillage losangé enfilé pointillé sur opus signinum. Et donc en fait c'est des losanges qu'on peut reconnaître si vous regardez donc la souris. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'en effet, pour cette époque, on ne connaît pas un grand nombre de sols. On est à peu près à une dizaine, une quinzaine. On a des comparaisons qu'on peut faire avec les domus qui ont été retrouvés sur le Palatin à Rome et qui datent de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. On a des domus qui ont été retrouvés par exemple à Frégel, toujours dans le Latium. Les premiers exemples de ce type de décor, on les retrouve par exemple en Sicile et dans l'Italie méridionale. Mais quand je vous disais, les exemples les plus anciens ne vont pas au-delà du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et on a aussi, comme vous pouvez remarquer ici, des alignements de tesselles qui correspondent probablement au seuil, donc à l'endroit par lequel on pouvait entrer à l'intérieur de la pièce. Et on parle de semis réguliers, parallèles et orthogonales. C'est le type de décor. Et encore une fois, on est sur des exemples qui datent du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que tous les exemples qu'on connaît s'insèrent dans une fourchette chronologique qui est comprise entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais si on met ensemble toutes les données qu'on a d'un point de vue archéologique, on peut dire pour le moment que ce bâtiment a été érigé, construit, installé entre la fin du 3e et la première moitié du 2e. Donc, on aurait un des plus anciens témoignages de ce type de décor. Et autre chose qui est très intéressante, c'est que ce type de décor, on le retrouve aussi dans des temples. C'est-à-dire le type de quadrillage losangé est attesté par exemple dans plusieurs temples, comme par exemple le temple de Casa Albore, et qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui se trouve en Campanie, et un autre temple qui date de la fin du 2e, qui est le temple de Schiavi d'Abruzzo. Si on avance, donc vous avez quelques images qui vous permettent de mieux comprendre les caractéristiques du sol. On reconnaît bien le quadrillage losangé. Et comme vous avez compris, on a encore toute cette partie à enlever qui nous permettra, si on a de la chance, de retrouver dans un très bon état de conservation le sol. Si on avance, on voit aussi donc un autre sol très bien conservé, et c'est le sol qui appartient à cette grande pièce qu'on trouve devant les 3 pièces qu'on trouve de ce côté-là. Là, vous avez le mur, une partie des vestiges du mur qui permettait de séparer donc les 3 pièces de cette grande pièce, une sorte de portique, vestibule, pronaos si on pense un temple. Et dans ce cas-là, si on regarde ce sol, on est toujours devant un type de sol qui date de l'époque républicaine. On est sur un sol qui peut bien dater déjà du 3e siècle avant Jésus-Christ, et on a plutôt le type de décor s'appelle semi-irrégulier d'éclat ou de tesselles. Dans ce cas-là, en effet, on remarque qu'on a des tesselles, mais qui ont plutôt une forme trapézoïdale. Mais encore une fois, sur ce sol, on a fait une belle découverte, 2 belles découvertes. On a retrouvé l'empreinte d'une colonne, comme vous pouvez remarquer ici. J'espère que vous arrivez à le voir sur votre
sur votre écran. Et donc, ça nous permet de dire que cet espace était présenté des colonnes et donc était partagé par des colonnes. Pour le moment, on ne peut pas aller plus loin parce qu'on n'a pas encore d'éléments et je vous répète, on a fait plutôt des sondages que de la fouille sur une grande surface. Et l'autre très belle découverte, c'est ce type de décor. Vous direz, qu'est-ce que c'est? Je peux vous dire qu'il s'agit d'un dauphin. Et le dauphin était quand même donc, ce mammifère qui était typique en général des salles de banquet. Et on a pas mal de... c'est forcément assez stylisé dans ce cadre-là, mais c'est une très belle découverte parce qu'on n'a pas énormément d'exemples de ce type de décor. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est, comme je vous disais, un type de décor qu'on retrouve dans les salles de banquet, c'est lié à Dionysos. Et on a pas mal d'andrones, par exemple, dans lesquels on retrouve ce type de décor. Donc, si on a ces éléments, si on regarde les éléments qu'on a d'un point de vue des sols et de la forme, on a du mal à comprendre la fonction de cet espace. Est-ce qu'il s'agit d'un temple? Mais dans ce cas-là, il y a des éléments qui clochent, qui posent problème. Ou est-ce qu'il s'agit, par exemple, d'une sorte de maison à pastas avec des pièces qui étaient liées au culte, à ce qui se passait en fait à l'intérieur du sanctuaire. Et dans ce cas-là, on pourrait bien avoir une salle de banquet. Pour le moment, je ne peux pas vous répondre et je ne vous répondrai pas parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments, mais c'est quelque chose en fait qui nous interroge et qu'on pourra quand même continuer à enquêter dans les années à venir. Cette image qui vous permet de mieux comprendre donc, le mur de délimitation, la limite sud donc, de l'édifice. Là, vous avez une partie qui a été, donc un mur qui a été récupéré, donc vous avez la tranchée de récupération. Là, vous avez la façade du mur. Et encore une fois, là, vous avez un autre sol qui n'a rien de particulier, donc je ne vous montrerai pas dans le détail. On a aussi plusieurs niveaux de démolition sur lesquels je n'interviens pas. Ce n'est pas si intéressant que ça pour vous. Et là, donc, la partie où on a le mur récupéré, et là, vous avez la façade avec le sol dont je vous ai parlé. Donc, là, on a un sol. On ne sait pas en effet si ce sol continuait sur toute la largeur nord-sud du bâtiment. Donc, s'il s'agissait de quelque chose qui caractérisait toute la largeur, ou si par exemple, il y avait une sorte d'avant-corps. Donc, ce sera seulement à travers la fouille de tout le bâtiment qu'on pourra avoir une réponse. Une autre image qui vous montre encore une fois la façade et le sol du côté nord. Une autre découverte, c'était celle des sépultures. Sépultures, on ne s'attendait pas à retrouver des sépultures et on a retrouvé 5 sépultures et donc c'est des sépultures qui ont été cette année étudiée par Bérénice Chamel, donc notre anthropologue. On en reparlera un petit peu plus ensuite. Mais ce qu'on a déjà pu remarquer, c'est que ces sépultures n'appartiennent pas à l'époque du sanctuaire romain. Ce sont des sépultures en fait qui interviennent, ont été placées, ont été installées, si on peut dire comme ça. Donc c'est une zone funéraire, on ne peut pas encore parler de nécropole, à une époque postérieure au 1er siècle après Jésus-Christ. Dans l'attente des C14 qui nous permettront d'avoir plus d'éléments chronologiques pour dater ces sépultures, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des sépultures qui datent donc d'une époque postérieure au 1er siècle après Jésus-Christ. On pense donc ou l'Antiquité tardive ou l'époque médiévale. C'est quelque chose qu'on retrouve en effet souvent même dans d'autres sites de la région, c'est-à-dire des sites qui ont été, par exemple, des lieux de culte ou d'autres types d'édifices qui ont été ensuite réoccupés à une époque ou à l'Antiquité tardive, pendant l'Antiquité tardive ou à l'époque médiévale, et sur lesquels on installe donc une zone funéraire ou une nécropole.
Donc, vous pouvez voir à peu près les caractéristiques des différentes sépultures. Dans quelques cas, on a aussi des blocs ou quelques tuiles qui sont utilisées comme une sorte de coffrage, mais en général, donc on a des fosses assez étroites dans lesquelles on retrouve les squelettes, donc ces individus. On a retrouvé, comme vous pouvez voir aussi, là vous avez une image de Bérénice qui est en train de faire l'étude des squelettes. Donc vous avez 4 sépultures, mais dans une sépulture, vous avez 2 individus. Et donc, c'est la sépulture F33. On a pas mal d'éléments aujourd'hui qui nous permettent quand même d'avoir une idée de l'âge, en fait, de ces personnes. Dans 2 cas, on est à peu près entre 17, 18 ans et 30, 33 ans. Dans un autre cas, on est entre 20 et 29 ans. Et dans 2 autres cas, on est entre 30 et 59 ans. Après, bon, Bérénice, si elle veut intervenir, elle nous donnera plus d'éléments. Mais on a pu remarquer pas mal d'éléments qui caractérisent ces individus. Et c'est intéressant aussi parce qu'on a retrouvé plusieurs éléments qui nous permettent de dire aujourd'hui qui probablement appartiennent ont au moins 3 individus ont une origine commune. On a 3 hommes, pardon, si je me rappelle bien, et 2 femmes qui sont qui se trouvent qui ont été déposées, comme vous pouvez voir ici sur le dos. Je ne suis pas anthropologue, donc je ne vais pas plus loin. Ce n'est pas une erreur le fait d'avoir cette sépulture qui est à moitié. Malheureusement, notre squelette allait par moitié au-delà de la limite du sondage. Donc, il faudra le récupérer cette année. On avance. Donc, une autre très belle découverte, c'était donc quelques ex-photos qu'on a donc retrouvées en partie dans des couches, dans tous les cas dans des couches d'époque républicaine, et en partie aussi dans la grande fosse dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'étude qui a été faite pour le moment par Alban Tremblay. Et donc là, vous avez un utérus, donc très bien conservé. On a aussi d'autres fragments d'utérus qui ont été retrouvés. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que déjà, il s'agit d'ex-voto, c'est-à-dire on offre à la divinité la partie du corps pour laquelle on demande une guérison, ou on offre à la divinité en tant qu'ex-voto la partie du corps qui a été guérie. Donc, dans ce cas-là, on est dans le cadre d'un culte probablement féminin, d'un culte salutaire. Et c'est intéressant parce que dans le cas, s'il s'agit bien de Vacuna, ça reprend un petit peu ce qu'on retrouvait dans le texte d'une des inscriptions, où on voyait que un personnage remerciait la déesse pour la guérison de son père. Pourquoi c'est important en plus ce type d'utérus qu'on peut dater du IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais on pourrait aller aussi au IIe siècle avant Jésus-Christ? Parce que c'est un type d'utérus en terre cuite qu'on appelle la ciabatta, donc utérus plissé. Il y a Olivier de Casanove, donc, de l'université Panthéon-Sorbonne, qui fouille depuis longtemps en Italie et qui a fait une étude, entre autres, sur les utérus. Et il a bien remarqué que ce type d'utérus, on le retrouve, c'est aussi, comment vous dire, un élément de romanisation, c'est-à-dire on le retrouve souvent où on a des colonies, par exemple des colonies latines, c'est-à-dire on a des personnes, des colons qui viennent directement des territoires romains, sous le contrôle de Rome. Et donc, c'est un élément important parce que c'est un élément qui nous montre bien comme, à travers aussi ce type d'objet, d'ex-voto, on est dans une phase de romanisation pleine de ce territoire. Et là, vous avez donc dans cette carte les différentes typologies d'utérus qu'on a retrouvées dans l'Italie centrale, et vous pouvez vous faire donc une idée de leur localisation. Ce n'est pas le seul élément qu'on a retrouvé. Donc, on a retrouvé d'autres
ex voto, on a retrouvé plutôt des fragments. Par exemple, on a retrouvé un fragment de pied. Et on a retrouvé aussi ce visage en terre cuite. Pour le moment, on n'a pas encore fait une étude détaillée de ce visage. Il pourrait s'agir, par exemple, encore une fois, d'un ex voto. Donc, on avait aussi l'habitude de dédier des têtes de personnes, toujours réalisées en matrice, comme vous pouvez voir en fait dans cette image, ces demi-têtes ou têtes entières qui viennent du territoire vous avez Palestrine, donc on est à côté de Rome, comme dans le cas de Veio, VIS, et Pesaro, donc dans ce cas-là, on est plutôt dans les marches, donc on est toujours dans l'Italie centrale, mais bien plus loin de Rome. Donc il pourrait s'agir dans ce cas-là d'une tête votive, mais il pourrait s'agir aussi d'une terre cuite architecturale, donc simplement une antéfixe. Et donc quelque chose qui était utilisé pour décorer la toiture du bâtiment. Pour le moment, il faut s'arrêter là. On n'a pas d'autres choses à vous dire. Et pour la céramique, donc là, vous avez Lucie qui s'est occupée de l'étude de la céramique. Il y a donc pas mal d'éléments qui ont été retrouvés. Donc là, on a quelques éléments en céramique à vernis noir, donc de l'atelier des petites estampilles. Et parmi les découvertes, on a aussi ce petit cratère en miniature. Il faut savoir que ce type de céramique en miniature, on la retrouve souvent dans des dépôts votifs. Donc, encore une fois, c'est un élément qui nous permet d'identifier un lieu d'occulte. Donc, vous avez compris, si au début on avait quelques doutes parce qu'on avait juste cette inscription, le fait d'avoir des ex-voto, le fait d'avoir d'autres éléments en fait qui ont été découverts pendant cette campagne nous permet de dire qu'on est face à un lieu d'occulte. On a aussi d'autres éléments de l'époque, fin de l'époque républicaine et début de l'époque impériale, comme cette lampe. Et encore une fois, les lucernes, c'est-à-dire les lampes, sont des éléments qu'on retrouve souvent dans les sanctuaires. Je vais un peu plus vite parce que je vois qu'on est un peu en retard. Donc, on a aussi des monnaies de l'époque républicaine, aussi impériale, donc l'étude qui a été faite par Nicolas Dubreuil. Je vous montre juste ces deux monnaies. Donc, pourquoi? Parce que c'est les deux monnaies les plus anciennes qu'on a retrouvées dans la fouille. Et c'est des monnaies qui datent en effet du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, tous ces éléments nous permettent encore une fois de dire qu'avec une certaine fiabilité, qu'on est sur une fréquentation au moins à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Pierre Collin de Verdière a fait une étude de la faune. Donc, ce qu'il a remarqué, c'est juste là un petit tableau, mais c'est plutôt le porc domestique qu'on retrouve en grande quantité. On a aussi des bovins, des caprins, on a la poule domestique, un chien par exemple qui a testé, mais la présence du porc domestique, c'est quelque chose qui est cohérent avec les autres découvertes de faune qu'on fait sur d'autres sanctuaires de la région ou en général de l'Italie centrale. Pierre a pu faire aussi déjà une petite étude sur les caractéristiques du découpage, de l'abattage. Mais bon, ce n'est pas l'endroit pour en parler davantage. Et si j'ai bien vu, Pierre est aussi présent, comme d'autres membres de la fouille. Éventuellement, vous pourrez poser des questions ensuite. Et dans tous les cas, c'est important de continuer aussi sur ce type d'études et on espère avoir plus d'éléments dans les années à venir. Alors, comment on peut identifier et comment on peut interpréter ce type de bâtiment qu'on a retrouvé? Donc là, encore une fois, c'est une hypothèse. Vous avez bien compris que toutes ces parties-là, c'est une proposition. On ne sait pas s'il y a un avant-corps comme ça, il y a autre chose. Si au début, on partait sur l'hypothèse d'un temple à 3 sellae, comme par exemple celui de Monte Vairano ou Monte San Nicola, que vous pouvez voir ici. Donc, vous avez 3 sellae et vous avez un pronaos, donc une sorte de temple toscan
qui date de la fin de l'époque deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ. Et vous avez aussi d'autres temples, par exemple, qui présentent une cella avec des alaës et avec 2 colonnes ou plusieurs colonnes sur la façade. Donc, on a plusieurs typologies sur lesquelles je n'interviens pas. Mais en effet, on s'est rendu compte qu'on a du mal pour le moment à insérer ce bâtiment parmi les temples étrusco-italiques. Donc, peut-être qu'on aura d'autres éléments dans les années à venir. Donc, l'autre hypothèse, c'est d'imaginer qu'il s'agisse plutôt d'une maison à pastas, donc de quelque chose qui était lié au culte, mais qui ne représentait pas le temple, l'aides, si on peut dire comme ça en latin, du sanctuaire. Donc, dans ce cas-là, le temple pouvait s'agir aussi de quelque chose de plus simple comme un sacellum, mais il faut le chercher ailleurs. Donc, pour voir quelques comparaisons, vous avez dans un autre site de l'Italie centrale qui s'appelle la Giostra, dans les Abruzzes, vous avez ce type de bâtiment qui a été identifié comme un temple, mais qui est peut-être plutôt à identifier avec une maison à pastas, donc une enfilade de pièces avec un portique ou vestibule dans la partie antérieure. Et si on regarde l'exemple en fait du temple de San Nicola à Montevairano, là, vous avez les 2 hypothèses qui ont été faites par les fouilleurs, les chercheurs de ce site. On a les 3 cellae dans lesquelles trouvaient place donc, les statues des 3 divinités. Et on peut voir donc une façade in antis ou simplement une façade en pronounce tétrastyle. Encore une fois, on était parti sur cette hypothèse, mais malheureusement, pourquoi? Parce qu'on avait en effet 3 pièces. Malheureusement, dans notre cas, on a une pièce qui est plus petite et donc ça pose problème. Et en plus, on a un espace supplémentaire de ce côté-là. Donc, on a de la chance, on n'a pas de la chance, on ne sait pas. On verra, encore une fois, dans les années à venir. Je voulais vous montrer aussi ce qu'on retrouve dans d'autres sanctuaires. Et le sanctuaire qui est le plus proche, c'est celui de Feronia à Monteleone Sabino, Tribula Mutuesca. Et si on regarde dans le petit musée de Tribula Mutuesca, donc, on a retrouvé des dépôts votifs qui sont magnifiques. Déjà dans les années 50-60 du XXe siècle, il y a eu une fouille récemment, donc dans les années 2000, mais en effet, dans ce sanctuaire qui est disposé aussi sur 2 terrasses artificielles, on retrouve aussi des ex-voto. Et si on regarde ici, on retrouve des ex-voto qui représentent par exemple des pieds, des mains, c'est-à-dire ou des têtes. Donc, dans le cas de Montenero Sabino, dans le sanctuaire de Vacuna, on pourrait, si on a de la chance, tomber sur le même type d'objet. Mais ce sera la fouille qui nous dira si on a de la chance ou pas. La mission 2020, on y va vite, mais c'était important de vous montrer comme en fait la stratégie a été de ne pas continuer avec la fouille en 2020, c'est-à-dire on aurait pu dire on continue, on connaît déjà le bâtiment. Mais l'objectif, c'était plutôt de connaître ce qui se passait autour de la terrasse et est-ce qu'on pouvait éventuellement identifier d'autres endroits qui pouvaient nous donner une idée de l'extension du sanctuaire. Donc là, vous avez toujours la maison triangulaire moderne qui permet d'avoir un repère. Et là, vous avez la colline de Leone. Donc, le gros problème, c'est qu'on a donc une colline boisée. Et on a dû penser à plusieurs types de prospection géophysique, pédestre, prospection lidar, qui nous ont permis en effet de mieux enquêter, de mieux connaître la colline. L'étude est encore en cours, n'est pas encore terminée, donc je vous montrerai quelques éléments avec l'espoir de vous présenter dans un an des nouveautés qui concernent bien sûr les prospections et la fouille de la campagne 2021. Donc, les prospections géophysiques, les prospections électromagnétiques et géoradar. Et si on regarde, donc là, vous avez
les deux grands sondages et les deux grandes tranchées qui ont été réalisés sur la terrasse médiane. Et ça nous donne une idée de la résistivité magnétique des terrains. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que tout ce qui est en rouge, en fait, correspond probablement à toute une série d'aménagements, de structures, de vestiges qui sont encore présentes et qui pourront nous donner donc pas mal de satisfaction dans les années à venir. Ce qui est intéressant, ça a été aussi de voir au-delà du mur qui délimitait la terrasse. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Vous pouvez remarquer qu'il y avait probablement un autre bâtiment de à peu près 25 à 30 mètres carrés qui pourrait peut-être constituer quelque chose, un autre élément du sanctuaire. Il ne faut pas oublier qu'on a retrouvé des sépultures probablement de l'Antiquité tardive ou de l'époque médiévale. On sait que à peu près dans cet endroit, sur la colline, auprès de la colline, on avait une église de Saint Jean in Leone, San Giovanni in Leone. Donc, c'est possible aussi que cette église, comme il arrive aussi sur d'autres sites, s'installe sur les vestiges d'époque romaine. Donc, encore une fois, ce sera la fouille qui nous permettra d'avoir plus d'éléments. L'autre prospection qui a été faite sur la terrasse inférieure n'a pas donné d'éléments. Donc, ça nous évitera probablement de fouiller dans cet endroit, ou éventuellement on fera, si c'est possible, un sondage. Un autre élément important, c'était aussi le fait d'avoir un relevé en 3D avec donc une définition parfaite du grand mur de terrassement de l'époque républicaine. Donc, maintenant, vous voyez le mur, mais c'était très dur d'arriver à couper la végétation. Donc, il y a eu forcément une entreprise qui a intervenu, mais nous aussi, on a fait pas mal eu pas mal de travail. Donc, là, vous avez un Schmidt et Marie-Lise Marmara en train d'utiliser le laser scanner. Donc, ça a permis, en effet, de libérer sur une longueur de 50 mètres, de s'apercevoir que dans pas mal d'endroits, le mur est directement posé sur le... Attention, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé le micro. Peut-être, faites attention, il faut couper le micro. J'entends des bruits. Et donc, ça a été... c'était intéressant parce que ça nous a permis donc d'avoir... donc là, vous avez le laser scanner avec une partie de la végétation. Ensuite, vous avez, donc à travers le logiciel, Anne a pu quand même éliminer la végétation et arriver quand même à un résultat intéressant qui nous permettra de dessiner le mur avec cette précision millimétrique, si on peut dire comme ça. Là, vous pouvez reconnaître donc les parties du mur, les morceaux du mur qui sont encore en place, in situ, des parties qui malheureusement ont disparu. Mais l'avantage, c'est qu'on pourra en fait continuer à faire notre étude sans être forcément sur le terrain. Parce que c'est une des contraintes d'une fouille à l'étranger, c'est-à-dire on a un mois et on doit tout faire pendant ce mois. Et donc, tout ce qu'on peut, comment vous dire, ramener à la maison, c'est quand même un avantage. On a fait aussi avec Marie-Lise Marmara une prospection pédestre qui nous a permis d'identifier pas mal de murs qu'on retrouve en fait sur toute la colline. Donc, on a couvert un espace de à peu près 8 hectares. On a retrouvé peut-être des murs qui pourraient être d'époque antique. Pour le moment, on s'arrête là parce que l'étude n'est pas encore terminée. Et l'autre nouveauté, c'était le LIDAR. Donc, le LIDAR qui, toujours grâce à un scanner laser, nous a permis d'avoir un modèle numérique de terrain. Donc, là, ça ne correspond pas forcément à Monténégro, mais juste pour vous donner une idée en fait, du potentiel du LIDAR, là, vous avez l'espace boisé et ça vous permet en fait d'avoir un modèle numérique de terrain, donc d'avoir une topographie du terrain et on va dire, éliminer la végétation à travers
des logiciels qui permettent en fait d'identifier toutes les micro-anomalies du terrain. Dans le cas de Monténégro, l'étude n'est pas encore terminée, donc je vous montre juste cette première élaboration, mais on aura, comme vous avez vu avant, un modèle numérique de terrain qui nous permettra de comprendre en effet quels sont les aspects plutôt artificiels de la colline. Déjà, ce qu'on peut bien remarquer, c'est la présence de ce grand rectangle. Là, vous avez la terrasse médiane sur laquelle ont été retrouvés les vestiges du sanctuaire. Et on a vraiment l'impression d'avoir donc une autre grande terrasse qui entoure sur les côtés cette terrasse médiane. Et à côté, vous avez des coupes qui vous permettent aussi de bien identifier. Là, vous avez une coupe plutôt est-ouest qui vous permet de remarquer le nivellement artificiel du sommet de la colline. Vous pouvez retrouver des informations, des renseignements sur les deux campagnes, sur les pages de l'EMR Archéologie et Archéométrie. Donc, on a essayé, parce que c'est important en effet de montrer à tout le monde, que ce soit les collègues ou que ce soit le public, en effet, qui est intéressé les résultats de la campagne. Donc, on continuera dans les années à venir à nourrir ces pages. Donc, le côté, comment vous dire, vulgarisation, c'est quand même un volet important de notre projet. Dans la presse régionale, on a eu plusieurs articles. J'ai juste inséré 3 articles, mais il y en a eu au moins une dizaine. Et ça a été bien accueilli en fait en Italie, cette découverte, et surtout par les gens donc, de la Sabine, de Monténégro, qui nous ont accueillis à bras ouverts, comme on dit en italien, et qui en fait ont envie qu'on continue notre fouille et nos recherches. On a fait aussi, il y a aussi une page de blog que vous pourrez retrouver toujours sur la page du blog de l'EMR 5138, Archéologie et Archéométrie. Là, vous avez l'affiche d'une conférence qui a été faite à la fin de la campagne 2020 à Monténégro. Et il y a eu aussi d'autres événements importants. On a réalisé une exposition temporaire quelques mois après la campagne de 2019. Donc, vous pouvez remarquer ces 3 vitrines qui présentent déjà une première partie des objets qui ont été retrouvés. Donc, là, vous reconnaissez l'utérus, le visage en terre cuite et le morceau de pied que je ne vous ai pas montré et le petit cratère en miniature. Il y a eu aussi une conférence à peu près il y a 1 an, et un grand panneau qui permettait donc à tout le monde de comprendre les nouveautés et donc avoir les renseignements principaux de ces campagnes avec tous les partenaires qui ont participé à notre projet. Il y a eu aussi une petite publication que vous pouvez voir. Donc, ici, vous avez la couverture. C'est en italien, mais l'objectif, ce sera de la faire bientôt en français, mais on attend plutôt les nouvelles découvertes. Comme ça, ce sera quelque chose de plus riche. Je vous ai marqué aussi une petite bibliographie qui pourrait être utile si vous voulez, en fait, vous renseigner un petit peu plus sur Vacuna et sur les campagnes. Un titre en français que vous pouvez télécharger sur Internet, c'est celui-là, Vacuna en cas d'école. Donc, il suffit de taper sur Internet Vacuna en cas d'école. C'est Sajor, le chercheur qui a écrit cet article. Donc, c'est en français. Autrement, dans la revue Archéologia Classica, il y a une étude que je viens de faire avec Alessandro Bretor, qui est le responsable de la surintendance avec Federico Giletti, qui a été donc la personne qui a écrit déjà sur Monténégro Sabine, qui est archéologue de l'Université de Naples. Et donc, c'est un article qui permet de mettre ensemble tous les éléments
qui nous parle de Vacuna et donc de faire un petit peu cet état des lieux. Il y a le livre dont on a parlé tout à l'heure, Filippo Carelli qui parle de la romanisation de la Sabine dans un livre qui date de 2009. Ça aussi, vous pouvez le télécharger sur Internet, c'est en italien, mais vous aurez quand même des infos intéressantes. Le livre dont je vous ai parlé, je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, mais Federico Giletti, quand je vous disais tout à l'heure, a déjà écrit un petit livre sur la zone de Montenegro, Dai Sabini ai Romani. Et ensuite, vous avez aussi un livre sur les Sabins et l'article en ZPE qui parle en fait de la découverte de l'inscription. Je termine avec cette image qui montre les contraintes qu'on a eues en 2020. C'est un masque. On espère que ce sera plus facile la nouvelle campagne. On est toujours optimiste. Et je termine aussi avec une petite info, c'est-à-dire vacuna en espagnol. Ça signifie vaccin. Et peut-être que ça va nous aider aussi dans les recherches futures. Je vous remercie encore de votre attention. Merci beaucoup. Et avant que les autres interviennent, je voulais juste remercier plusieurs personnes. Vous direz toujours les remerciements, mais pour moi, c'est très important. Je voulais remercier tout le personnel de la MOM, en particulier Françoise Lomont, ancienne directrice de la MOM, qui a quand même financé avec les collègues notre projet. J'aimerais bien aussi remercier l'Université Lyon 2, la présidence, la vice-présidence de la recherche, l'école LADRED, qui nous ont soutenus dans ce chantier école et qui vont nous soutenir dans les années à venir. Et je voudrais aussi remercier Cécile Batignou-Vallée, qui est notre directrice de l'EMR 5138 Archéologie et Archéométrie, qui nous a également soutenus. Donc, vous avez bien compris, l'objectif, ce sera de faire une étude pluridisciplinaire avec plusieurs compétences, de faire un chantier école, d'avoir, comment vous dire, plusieurs partenaires. Et un autre élément, ce sera de faire du projet Vacuna un projet international, c'est-à-dire de faire en sorte que d'autres partenaires, que ce soit des universités italiennes, des institutions étrangères, puissent participer à un projet plus élargi sur la Sabine, que ce soit un projet ANR, un projet ERC. Mais c'est très important, en effet, pour nous tous, que ce soit les étudiants, que ce soit les chercheurs, d'avoir des ambitions de ce côté-là et de faire en sorte que ce projet puisse devenir un projet international. Et merci de votre attention encore une fois, et je m'arrête là. J'enlève le partage ou comme vous voulez, sinon. On ne sait jamais, ça peut peut-être servir pour les questions, s'il y a des questions qui ont rapport avec des diapos. Et il y a aussi pas mal de mes collègues ou des étudiants et que je remercie parce que sans les étudiants, ça n'aurait été pas possible aussi de faire ce beau projet et de continuer ce beau projet. Donc, ceux qui veulent intervenir, ils peuvent intervenir aussi. Très bien, eh bien, merci Aldo pour cette présentation extrêmement claire de ces recherches et ces belles photos aussi. Donc pour l'instant, je vois une question d'un auditeur qui demande s'il y a des possibilités de rapprochement linguistique entre Vacuna et Fortuna. Pas forcément, mais en effet, je n'ai pas parlé de l'étymologie de Vacuna. En fait, il y a deux étymologies qui sont sur lesquelles on intervient. C'est-à-dire qu'on propose. D'un côté, ça viendrait de vacus, ça signifie vide, en effet. Et sinon, l'autre possibilité, ce serait lacuna. Donc, il y a ce passage du L au V, en fait, on est à côté de l'ombri. Et donc, dans ce cas-là, ce serait la déesse du lacus, donc du lac, si on pourrait dire comme ça. Mais c'est vrai que, par exemple, comme Fortuna ou comme Portunus, par exemple, on pourrait avoir ce suffixe NO, no, qui s'ajoute, en effet, vacus
Vacuna, Waku, ce serait plutôt en indo-européen, avec NO. Et donc, c'est comme dans le cas, par exemple, de Fortuna. Mais, disons, on n'a pas de rapprochement entre Fortuna et Vacuna pour le moment. Donc, on ne peut rien dire. Très bien. J'ai aussi un message de Michel Feugère qui rappelle qu'il y a le fil d'Arar, qui est notre blog de l'UMR, qui peut être consulté et qu'on trouve très facilement sur Internet. C'est bien, en effet. C'est pour ça que j'ai montré aussi l'image de la page du blog qui a été faite. Donc, je conseille à tout le monde, en effet, de faire un saut, si on peut dire comme ça, sur la page. Et il y a également une personne, Christine Châtaignier, qui voudrait parler. Et donc, je vais essayer de lui donner la parole. Ouais. Alors, je ne sais pas si j'arrive à la voir quand elle parle. Alors, je ne vois pas. Si quelqu'un veut intervenir, il peut intervenir donc à l'oral sans problème, je pense. Voilà. Alors après, il suffit de reconnecter le micro. Il faudrait que la personne il faut ouvrir le micro. Châtaignier connecte son micro pour pouvoir... en bas à gauche de l'écran, le micro. Non, il n'y a pas de... Manifestement, il y a un petit problème technique. C'est dommage, mais ça fait partie des réglages de cette première conférence. Il s'agissait de qui? Donc, c'est Christine Châtaignier, que je ne trouve pas en plus dans la liste. Là. Ah si, ah non. Je cherche aussi, mais ne trouve pas. Ouais, voilà, donc bon, ben bon, ben donc Marie-Noël m'a dit qu'elle voulait parler de vaccins. Alors, je ne sais pas si c'est pour réagir sur le mot d'Aldo enfin avec sa... Ouais, c'est une blague, hein, vous avez compris, mais peut-être... Oui, D'accord. Bon, bah... S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à remercier d'une part Aldo pour cette belle conférence et également à toutes les personnes sans lesquelles ça n'aurait pas pu être réalisé. Notre service communication et en particulier qui a fait beaucoup d'efforts pour que ce cycle de conférences puisse se faire malgré les circonstances actuelles. Merci à tous. Et je voulais rappeler aussi que notre prochaine conférence aura lieu le 10 février prochain. Avec une conférence de Cléran de Chazelle sur l'architecture de terre dans le midi de la France, du néolithique à l'époque moderne. Donc, une collègue du CNRS qui travaille depuis des années sur cette problématique. Voilà. Je termine simplement, encore une fois, en remerciant tout le monde. Je suis très content de voir parmi vous pas mal d'amis, pas mal de collègues, des gens que je ne connais pas. Et voilà, j'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles l'année prochaine
vous proposer pour aider d'autres découvertes dont on pourra parler ensemble. Merci beaucoup encore de votre attention. Bien. Merci et à bientôt à tout le monde pour la prochaine conférence. Au revoir, Aldo. Au revoir. Merci, au revoir à tout le monde. Au revoir. Ciao.